BFM Business présente BFM Climat, l'émission. Les entreprises face aux défis climatiques. Thomas Asportas. Bonjour, bienvenue dans BFM Climat, l'émission qui vous aide à réussir votre transition climatique. Aujourd'hui, nous serons à Marseille, chez Corsica Linea, la compagnie maritime qui relie la Corse au continent. Corsica Linea s'est fixé des objectifs de décarbonation très ambitieux et très complexes à atteindre. Notre reporter Philippe Indolbo est sur place et notre expert sera en plateau avec ses solutions. Puis nous parlerons immobilier, comment faire la bascule climatique d'un des secteurs les plus émetteurs de CO2. On verra ça avec deux dirigeants qui ont trouvé des modèles d'affaires verts, Nicolas Ponson de Redman et Sylvain Boja de Vestac. Et on terminera l'émission avec le journal du climat d'Antoine Poincaré, son regard tranché sur l'actu climatique. BFM Climat, on y va. Et on part donc à Marseille, chez Corsica Linea. La compagnie maritime veut se décarboner à marche forcée, mais les défis à relever sont considérables. Philippe Indolbo est sur place avec les équipes de Corsica Linea. Aujourd'hui, je vous emmène en mer à bord de Corsica Linea, un acteur clé des liaisons maritimes entre la Corse, le continent et l'Afrique du Nord. Et avec ces 9 bateaux juste derrière moi, la compagnie se trouve à un tournant stratégique face aux enjeux climatiques. Entre réduire, vous allez le voir, les émissions de CO2, optimiser la performance énergétique des navires et bien sûr embarquer tout un écosystème dans sa transition. Voilà les défis auxquels elle doit faire face. Alors ce que je vous propose, c'est d'embarquer justement avec moi pour en savoir un peu plus. Premier défi pour Corsica Linea, réduire ses émissions carbone de 40% d'ici 2030 et atteindre la neutralité en 2040. Et pour ça, la clé, c'est le passage à de nouveaux carburants comme les biocarburants ou les carburants de synthèse. Mais ces solutions sont encore peu disponibles, coûteuses et surtout loin d'être industrialisées. Je dirais qu'il y a environ 2-3 schémas possibles. Le premier, c'est celui que nous avons mis en place sur ce navire. Il consiste à, dans un premier temps, faire naviguer le navire, donc acheter un nouveau navire propulsé au gaz naturel liquéfié, au GNL, donc qui réduit déjà de 20% les émissions de CO2, en ayant en tête la perspective qu'un jour, on arrivera à naviguer au bio-GNL, voilà, qui permettra là de décarboner complètement la navigation. La deuxième piste qui existe vraiment pour les compagnies comme les nôtres, les compagnies maritimes, tourne essentiellement autour des carburants de synthèse. Là aussi, le carburant de synthèse, ça va être la conjugaison d'hydrogène vert et de CO2, on mélange tout ça, ça vous donne du biométhanol. Mais alors, pour faire tout ça, il faut qu'il y ait en France ou quelque part en Méditerranée une production d'hydrogène vert, c'est-à-dire issu soit du nucléaire, soit du photovoltaïque ou de l'éolien qui existe. Et tout ça est en train de débuter. Donc c'est des carburants qui existeront peut-être dans les années 2028-2029, mais pas avant. On n'a pas encore ce type de carburant disponible. Le carburant qui existe à court terme, mais qui sera notoirement insuffisant rapidement, c'est le biocarburant. Donc on arrive à trouver du biocarburant sur le marché actuellement, mais on peut le doser uniquement, je dirais, jusqu'à 25% des besoins d'un navire habituel. Bonjour Pierre-Antoine Villanova. Bonjour à vous. Merci de nous avoir accueillis dans votre entreprise sur vos bateaux à Marseille. Vous nous avez rejoint en plateau pour qu'on vous aide à avancer, pour qu'on vous apporte des conseils. Et c'est votre voisin de gauche, Benjamin Frémaux, qui va s'en occuper aujourd'hui. Bonjour Benjamin. Bonjour Thomas. Merci d'être là, président d'IDEX, Benjamin Frémaux. On rentre dans le vif du sujet. Toutes ces pistes de carburant, de nouveaux carburants, les carburants durables comme on les appelle, est-ce que c'est une piste sérieuse pour Pierre-Antoine, ou est-ce que c'est trop aléatoire, trop incertain? Alors, c'est non seulement une piste sérieuse, mais c'est presque la seule possible pour décarboner le fret maritime. En deux mots, ça représente le fret maritime 3% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, et changer le mix, changer le type de carburant qu'on utilise, parce qu'aujourd'hui c'est essentiellement fossile, c'est du fuel lourd, des choses comme ça. C'est la solution pour arriver à la neutralité carbone. Et donc, effectivement, je pense que tout a été dit dans cette petite pastille reportage, puisque pour faire du biocarburant, il faut des investissements très lourds, à la fois de production d'hydrogène vert et de captation de CO2 ou de réutilisation de CO2, si possible biogénique, c'est-à-dire qui vient de la biomasse. Et ces investissements, on a beaucoup entendu parler l'Europe, l'État français, notamment sur ces sujets ces 4-5 dernières années, mais on voit bien qu'on rentre aussi dans des zones de plus forte turbulence sur le plan budgétaire, et donc ça va être aussi très compliqué de faire émerger ce type d'industrie à très court terme. Bon, il y a quand même des incertitudes sur quand est-ce que ces biocarburants vont arriver, ou ces carburants de synthèse, dans quelle quantité disponible, à quel coût.
C'est quoi le modèle d'affaires pour vous, Pierre-Antoine Villanova? Parce que pour faire simple, vous devez investir dans vos bateaux pour qu'ils accueillent des carburants qui vont coûter plus cher. C'est exactement ça. C'est pas hyper réjouissant d'un point de vue économique, non? C'est exactement ça. On doit, parce qu'on y croit d'abord, on fait ça parce qu'on y croit et on pense qu'il faut qu'on réussisse notre transition environnementale. Il faut qu'on investisse beaucoup d'argent pour que nos navires puissent accepter un carburant qui coûtera beaucoup plus cher. Le premier Combien? Un ordre de grandeur, ça représente quoi comme investissement? Ça va être à 2 à 3 fois plus cher. Ah oui. Le carburant coûtera 2 à 3 fois plus cher. Ouais. Et quand vous achetez un nouveau navire, par exemple, pour fonctionner au GNL, c'est un navire qui va coûter plus de 150 millions d'euros, par exemple. Ce sont des investissements massifs. On va investir plus de 400 millions d'euros, nous, sur la transition environnementale en 5 ans. D'accord. Donc, ce sont des investissements majeurs. Et on fait ça d'abord... pas parce que des règles nous les imposent. Nous, notre choix, c'est de faire ça parce qu'on y croit, parce qu'on a une vision de notre entreprise à 2030, on veut qu'elle ait une modernité absolue, et une entreprise moderne à nos yeux en 2030, et une entreprise qui a absolument réussi sa transition environnementale. C'est ce qui nous guide essentiellement là-dedans. Bon, des investissements massifs. On va en parler aussi à plus court terme. Ça veut dire retravailler vos bateaux. On retourne sur place avec Philippine. Deuxième défi, améliorer la performance énergétique de ces bateaux. Ces navires, avec une durée de vie moyenne de 30 à 40 ans, consomment beaucoup d'énergie. Alors Corsica Linea réfléchit donc à des mesures de sobriété et à comment adapter ces bateaux, les retravailler aussi pour qu'ils consomment de moins en moins. Les 3 sujets principaux qui me viennent à l'esprit et qui sont en cours d'élaboration actuellement sont le travail sur les hélices. On change le design de nos hélices pour réduire la consommation du bateau et avoir une meilleure performance. On améliore également les peintures sous-marines de nos navires avec de la peinture silicone qui glisse mieux et du coup on réduit la consommation. Et enfin, le troisième élément très technique également, c'est changer le profil du bulbe sous l'étrave du navire. Donc l'avant du navire a un design qui est calculé pour la vitesse d'un navire. Et comme on a réduit la vitesse de nos navires, un effet très positif également sur la consommation, on modifie les bulbes de nos navires afin d'avoir une meilleure performance énergétique et optimiser encore le fonctionnement à la mer du navire. Alors, Benjamin, est-ce que tous ces leviers qu'expose le commandant de bord, c'est une bonne piste pour décarboner les bateaux, l'efficacité énergétique avec tous ces travaux-là, ou est-ce qu'il faudrait concentrer les efforts sur d'autres choses? Est-ce que c'est anecdotique? Je pense que c'est même les premières pistes à activer. C'est-à-dire qu'on a entendu deux choses en fait dans ce que dit le commandant de bord. C'est premièrement la sobriété, c'est-à-dire on réduit un peu la vitesse des navires, donc ça a un impact évidemment sur le temps de trajet, j'imagine, et donc sur le service rendu aux clients. Mais ça, c'est un impact direct, d'une certaine manière, si le client est prêt à l'accepter, c'est tout de suite des émissions de CO2 de gaz à effet de serre en moins. Et après, il y a l'efficacité énergétique. Là, il faut choisir les technologies. Il y en a un certain nombre qui ont été listées par le commandant de bord. Les plus rentables, celles qui ont le rendement à la tonne de CO2 évité ou d'émissions de gaz à effet de serre évité le plus faible. Et c'est par ça qu'il faut commencer presque. Alors c'est par ça qu'il faut commencer, Pierre-Antoine Villanova. Ça se rajoute à ce qu'on disait avant sur les carburants. Est-ce que tout ça, à la fin, ça fait quand même des investissements un peu lourds, qui pèsent trop sur votre marge? Ou est-ce que c'est soutenable d'un point de vue économique et financier? Alors ça pèse beaucoup sur les marges, mais la première décision, c'est le bon sens. C'est-à-dire c'est naviguer moins, uniquement quand on a vraiment besoin de naviguer, c'est-à-dire quand les navires sont remplis. Et la deuxième chose, c'est naviguer moins vite. Et ça coûte pas d'argent. Ça coûte juste du courage. Naviguer moins, c'est moins de volume. Ça dépend. Si on navigue avec des navires qui sont peu remplis, quand on écoute tout ça, c'est pas... c'est comme les livraisons Amazon. Exactement. On a des arbitrages à faire. Donc d'abord, le bon sens, notamment naviguer moins vite. Et ensuite, c'est des investissements à court terme sur les navires pour améliorer la performance énergétique. Notre objectif, c'est d'arriver à moins 40% d'émissions de CO2. On considère que 25% sera ce qu'on a vu au début, c'est-à-dire les carburants, les nouveaux types qui vont arriver. 10% sur l'amélioration énergétique et quand même 5% de ces moins 40 seront avec du bon sens, notamment sur les vitesses de navigation. Ce dont on parle là, c'est 15% quand même, c'est loin d'être négligeable. On retourne une dernière fois sur votre bateau et avec Philippine, parce que pour vous décarboner, vous n'êtes pas tout seul, il va aussi falloir embarquer beaucoup de gens autour de vous. Et puis on arrive au troisième défi, celui d'embarquer tout l'écosystème dans cette transition. Port, pouvoir public, énergéticiens,
Tous doivent participer à l'effort de décarbonation, car si l'électrification complète des bateaux reste une utopie pour des trajets de 12 heures évidemment, le branchement à quai juste derrière moi est en revanche une réalité et il devient même obligatoire en Europe en 2030, mais tout le monde n'y est pas encore. Nous avons lancé l'idée il y a maintenant quelques semaines de la création du premier corridor vert entre la Corse et le continent. Alors qu'est-ce que ça peut vouloir dire ? Ça peut vouloir dire à nos yeux que l'ensemble des parties prenantes qui sont concernés par ces transitions maritimes entre la Corse et le continent se mettent autour d'une table et réfléchissent globalement au sujet et pas uniquement un sujet technique sur un bateau ou un sujet technique sur les ports. Ça va loin, hein. Peut-être que le premier sujet, c'est le sujet du besoin, hein. Est-ce qu'on fait naviguer des navires si on faisait naviguer des navires uniquement quand on en a réellement besoin, peut-être un sujet. Et si on arrivait à réduire le besoin, moi je serais très heureux le jour où on produira beaucoup plus en Corse, qu'on produira beaucoup plus de choses en Corse et qu'on aura moins besoin d'importer. Ben oui, ça réduira les besoins de fret, ça réduira peut-être le besoin de traverser, mais c'est pas grave, ça voudra dire que l'équilibre s'est trouvé. Voilà, c'est une des pistes qui est une piste hyper complexe et sûrement à très long terme. Et puis il y en a plein d'autres autour des carburants. Est-ce qu'il y a autour de Marseille et en Corse les producteurs de biocarburants, de carburants de synthèse, de carburants verts est-ce que l'écosystème se met en place pour arriver à fournir Qu'en est-il de la connexion à quai, de la connexion électrique à quai? Comment est-ce qu'on pousse tout ça? Voilà, donc je pense qu'en prenant le sujet de façon globalement, on peut arriver à tirer vers le haut. Et je pense que le mouvement sera tellement important que tout le monde va suivre. Parce que quand on a des sujets positifs, quand on a une dynamique qui est plutôt positive, généralement, même si les gens n'ont peut-être pas la conviction profonde initialement, on est pris par le mouvement et puis on suit. Alors Benjamin, hyper intéressant, beaucoup de choses à dire, même s'il ne nous reste plus que 2 minutes. Là, c'est le scope 3, les parties prenantes. Comment on fait pour les embarquer? Il y a des pistes de solutions qui ont été données. Il faut bien comprendre que le fret maritime, ce n'est pas que les émissions liées au transport, au mouvement du bateau, mais c'est aussi le bateau à quai qui a besoin de se climatiser, par exemple, et donc qui fait tourner ses moteurs. Là, on a entendu parler d'électrification des navires, notamment quand ils sont à quai. Ça veut dire aussi changer toutes les infrastructures portuaires pour que cette électrification du navire à quai soit possible. Et ça, ce n'est pas les compagnies elles-mêmes qui peuvent le faire, ou en tout cas une partie, parce qu'il y a une partie qui va être dans le navire, et puis une partie qui va être à l'extérieur du navire, à quai. Et ça, c'est d'autres acteurs qui doivent s'emparer de ce type de sujet. Et donc, on voit bien que, et c'est le cas de manière générale dans la décarbonation d'une filière, ça ne peut pas reposer sur un seul acteur économique donné, c'est toute une filière qui doit être concernée. Et en conclusion, Pierre-Antoine Villanova, c'est très intéressant, je trouve, ce que vous disiez, c'est-à-dire que justement, pour que ça ait lieu, il faut que vous trouviez les mots pour embarquer les gens. La transition climatique, ce n'est pas juste un plan d'ingénieur, c'est aussi émotionnel en fait. À mes yeux, c'est d'abord émotionnel, c'est d'abord avoir une vision du monde qu'on veut laisser derrière nous. C'est pour ça qu'on se dit, on va essayer d'embarquer autour de nous tout un écosystème, que ce soit, comme il a été dit, les connexions à quai, les ports, mais aussi tout l'écosystème qu'il va y avoir à Fos-sur-Mer, où il y a beaucoup de projets de transition environnementale, de nouveaux carburants qui existent à Fos-sur-Mer, qui est un sujet important. Donc, en ayant une vision, en proposant une vision qui est positive, on se dit qu'on va arriver à faire tomber des murs et à amener avec nous ce premier corridor vert maritime français que j'espère entre la Corse et le continent. Ce sera le mot de la fin. On essaie de trouver les mots dans BFM Climat en tout cas. Merci à tous les deux, Benjamin Frémaux, président d'IDEX, et Pierre-Antoine Villanova. Merci beaucoup de nous avoir accueillis chez vous et dans vos bateaux. Chez Corsica Linea. Allez, on a parlé transport maritime, on va parler maintenant d'immobilier, un autre secteur, s'il en est, qui représente des émissions. Comment décarboner l'une des activités les plus émettrices de CO2, l'immobilier? On en parle avec 2 dirigeants qui bousculent les modèles d'affaires du secteur. Bonjour Nicolas Ponson. Bonjour Thomas. Merci d'être avec nous aujourd'hui dans BFM Climat. Vous êtes le cofondateur du promoteur immobilier bas carbone Redman. Et avec vous, Sylvain Boja, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes le cofondateur, vous, de Vestac, un spécialiste de la construction bas carbone. Nicolas Ponson, je vais commencer avec vous. Qu'est-ce que vous faites de différent chez Redman par rapport aux autres promoteurs immobiliers? C'est quoi votre modèle d'affaires climatique? Alors, je ne sais pas si on peut parler d'un modèle d'affaires climatique, puisqu'en fait, on a souhaité, avec Mathias Navarro, mon associé, changer complètement la façon de voir notre rapport à l'immobilier, notre rapport au monde. D'une certaine manière, c'est une volonté de considérer que notre action, elle doit porter en chacune de ses actions une dimension sociale, une dimension environnementale. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée, c'est de voir de manière holistique la problématique. C'est-à-dire que, oui, effectivement, on a un problème de
d'environnement, on a un problème de carbone qui est celui dont on va être amené à en parler, mais il me semble que la dimension sociale est aussi déterminante. On ne peut pas considérer que les changements climatiques auxquels on est confronté aujourd'hui ne vont pas avoir d'influence. Ils vont en avoir une. On est à la fois on provoque d'une certaine manière par le fait d'extraire des ressources. Effectivement, notre métier provoque. Essayons de le faire moins. Pour autant, il faut aussi s'adapter. Et comment on peut s'adapter? C'est en prenant en compte la dimension sociale de chacune de nos actions, que ce soit par nos parties prenantes, pour les personnes qui vont habiter dans les lieux que l'on va bâtir. Bon, même question pour vous, Sylvain Baugeat, chez Vestac. Qu'est-ce que vous avez mis en place pour avoir un modèle d'affaires qui tienne compte des limites planétaires et des contraintes climatiques? C'est marrant, ça fait énormément écho à ce que disait Nicolas, c'est-à-dire qu'il y a les contraintes planétaires, climatiques, mais il faut que ça s'inscrive dans un cadre soutenable également socialement. Et donc nous, notre but chez Vestac, c'est de démocratiser la construction bas carbone. Donc on a une foi, c'est qu'on peut mettre le progrès technologique au service de ce logement abordable et durable. Et donc Vestac fait de la construction bas carbone sous forme de construction modulaire. Donc on préfabrique des éléments de bâtiments en usine qui ont été conçus avec un jumeau numérique pour pouvoir ensuite les assembler de manière la plus optimale et la plus efficiente possible en économisant les ressources tout en gardant une construction abordable. D'accord. Et alors, vous dites, parce qu'on a échangé évidemment avant l'émission, que vous êtes capable de transformer les bâtiments en puits carbone. Comment est-ce que vous êtes capable de faire ça ? Le problème du bâtiment, c'est en grande partie le béton. Il faut savoir que le ciment, c'est un des matériaux les plus utilisés au monde. On en consomme 150 tonnes à la seconde. C'est considérable. Le monde est construit autour d'un geyser de ciment, en gros. Et le problème, c'est que le ciment, ça émet énormément de CO2. Ça représente 7% des émissions de CO2 mondiales. Donc il faut arriver à remplacer le béton par un matériau moins carboné. Chez nous, c'est le bois. Et le bois... On le voit de plus en plus, pas que chez vous, de manière générale, le bois arrive de plus en plus dans l'immobilier. Tout à fait, parce qu'il a un effet qui se coule en fait, le bois. Non seulement il remplace le béton, mais en plus, en plus d'économiser le CO2 du béton, il permet de stocker du carbone. C'est-à-dire que l'arbre, durant sa croissance, va capter du CO2. Et donc en fait, en construisant des bâtiments en bois, on en fait des puits carbone. Vous arrivez vous aussi à mener des projets d'ampleur autour du bois ? Oui, tout à fait. C'est devenu une des marques de fabrique de l'entreprise, avec un deuxième levier qui est extrêmement important, qui est la restructuration. Parce que la meilleure façon de moins aller extraire des ressources naturelles, c'est de servir de celles qui sont déjà en place. Donc d'aller restructurer un actif, c'est aussi une façon extrême de rénover. Restructurer, rénover les actifs existants par la transformation. Ça peut être une transformation énergétique, c'est-à-dire qu'on améliore la performance du bâtiment. Ça peut être un changement d'affectation, parce qu'on passe du bureau au logement, on en a beaucoup entendu parler. Donc, avec et c'est compliqué à faire. Et c'est très compliqué à faire pour différentes contraintes, des contraintes économiques, on en a souvent parlé. Mais ces deux vecteurs qui sont l'utilisation de matériaux biosourcés et l'emploi de ce qui existe déjà, donc la restructuration d'actifs existants en vue d'être transformés, sont pour nous les deux leviers les plus importants. Avec en corollaire et en chapeau de tous ces raisonnements, le fait de se dire pourquoi je bâtis, pourquoi je construis. Ne construire que les mètres carrés dont on a besoin, c'est la première clé, la première réflexion qu'on doit avoir. La meilleure économie qu'on fait, c'est le mètre carré qu'on ne construit pas. Oui, mais alors là, on entend parfaitement d'un point de vue climatique, biodiversité, mais c'est complètement contradictoire avec la crise du logement qu'on a dans le pays. On manque de dizaines de milliers de logements. Comment est-ce que vous arrivez à résoudre cette équation ? Alors, oui, on a besoin de plus de logements et il faut arriver à le faire de manière intelligente. Je pense qu'il y a la rénovation, il y a la réhabilitation. Mon point de vue, c'est que ça ne suffit pas. On a à peu près 400 000 logements nouveaux à créer chaque année en stock. Il faut trouver des moyens de le faire tout en étant économe en ressources, on l'a dit, mais économe également dans la gestion du foncier. On a à peu près artificialisé un département entier sur une décennie, c'est ça l'ordre de grandeur. Aujourd'hui, il faut arriver à recycler également l'urbain et donc retravailler les fonciers. Nous, on aime beaucoup collaborer sur la chaîne de valeur, donc on travaille en copromotion avec certains de nos partenaires, en plus d'être constructeurs bas carbone. Et lorsqu'on travaille en copromotion, on essaye de travailler sur des opérations où on restructure une ancienne station-service, on restructure une ancienne friche industrielle pour pouvoir éviter d'artificialiser et donc répondre à ce besoin de logement supplémentaire tout en respectant certaines des contraintes en termes d'emploi des sols. Sur ce point, on est complètement alignés. C'est-à-dire qu'en fait, oui, il manque beaucoup de logements, mais il ne manque pas beaucoup de logements n'importe où. Une fois de plus, se poser la question du pourquoi, pour qui et où. C'est-à-dire qu'effectivement, il ne faut pas construire là où c'est facile de construire. Je pense qu'il faut accepter la complexité et la
polarité des problèmes auxquels on est confronté. Ouais. C'est compliqué de construire beaucoup, oui, il ne faut pas non plus artificialiser, donc c'est en même temps appuyer sur l'accélérateur et sur le frein, c'est-à-dire construire de manière massive avec des matériaux biosourcés, c'est construire de manière massive avec de la restructuration, en l'acceptant. C'est plus compliqué, oui, mais c'est vers ça qu'il faut aller pour ne pas construire de manière massive dans les endroits où on n'aurait pas de besoin et de demande. Vous dites construire avec du biosourcé. Est-ce qu'on peut toujours construire vert, du biosourcé, du recyclé, de l'éco-conçu? Est-ce que c'est valable pour tous les chantiers, ça? On peut toujours, la question qui arrive après la contrainte environnementale, la contrainte sociale, c'est la contrainte économique. À quel prix doit-on? On ne se raconte pas de... C'est la seule contrainte? Sans même parler du prix, techniquement, on peut tout faire avec du biosourcé. On peut améliorer. C'est comme si vous aviez plein de curseurs. Vous ne pouvez pas pousser tous les curseurs à 100% tout le temps. En revanche, vous pouvez pousser tous les curseurs plus que ce qui est fait en général. La principale contrainte, avant d'arriver à la contrainte technique, c'est la contrainte financière, la contrainte économique. Et pour ça, il y a un des leviers sur lequel on pousse beaucoup nos actions, c'est de se dire qu'il y a un absorbeur qui peut être le foncier. Le prix du foncier doit être l'absorbeur du surcoût technique, du surcoût de la vertu de l'actif qu'on est en train de bâtir. Et c'est, il nous semble, une des grosses clés dans l'avenir. On ne pourra pas vendre plus cher. Aujourd'hui, on est au taquet, malheureusement, des capacités d'endettement des acquéreurs, essentiellement pour le logement. Donc, la ressource, malheureusement, c'est plus cher de construire de manière vertueuse. Donc, il faut aller chercher vers une ressource sur le foncier. Vos modèles d'affaires, on les a bien compris. On a bien compris aussi qu'en ce moment, il y avait une grave crise du logement et de l'immobilier en général dans le pays. Est-ce que vos modèles résistent à la crise actuelle ou est-ce qu'ils les malmènent? Est-ce que c'est dur en ce moment pour vous? Bien sûr que c'est dur. C'est dur. Pour autant, j'aurais tendance à dire que les choix qu'on a faits il y a 6 ou 7 ans, quand on a décidé de faire pivoter la boîte vers un modèle beaucoup plus vertueux, qui nous a conduit à être certifié B Corp, à obtenir la certification B Corp, et de devenir société à mission, l'expérience qu'on a vécue avec la CEC, la Convention d'entreprise pour le climat, qui nous a aussi poussé en se disant c'est bien, on était B Corp, on était société à mission, ok, mais il y a beaucoup mieux à faire. C'est-à-dire c'est cette dynamique dans laquelle on est poussé. Donc, oui, on a fait un virage très tôt. Est-ce qu'il peut tenir pendant des années? Il peut tenir encore. Pour autant, c'est vrai qu'il nécessite de faire des renoncements. Je sais que c'est un sujet qui revient souvent. Absolument. Et pour moi, pour aller même plus loin, je pense qu'on mesure l'engagement d'une entreprise à ses renoncements. Et c'est ces renoncements qu'on a fait, de se couper de certains marchés, d'assumer le fait qu'on n'ira pas sur certains marchés. Comme quoi, par exemple, des exemples concrets de renoncement? C'est le fait d'aller sur des marchés qui sont... on renonce, par exemple, à construire du logement à plus de 300 mètres de centres commerciaux, à plus de 300 mètres des transports en commun. Pourquoi? Parce que sinon, vous construisez de manière bas carbone, vous construisez de manière extrêmement vertueuse, mais vous dites aux utilisateurs, prenez votre voiture pour bouger. Non. C'est-à-dire qu'on s'est donné une grille avec des critères extrêmement contraignants, et c'est pour ça que la crise du logement elle est importante, mais de construire de manière massive ne suffira pas. Il faut construire de manière massive, pas n'importe où, pas n'importe comment. C'est la complexité du problème dont je vous parlais tout à l'heure. Très intéressant. Mot de la fin pour vous, Sylvain? Écoutez, je pense qu'on a besoin d'impulsion également générale du secteur. Il faut arriver à entraîner tous les acteurs, que ce soit les acteurs investisseurs dans le monde du logement, mais également les collectivités territoriales qui ont leur mot à dire pour pouvoir accélérer également les projets et pouvoir nous permettre de faire advenir cette ville de demain le plus rapidement possible. Bon. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup à tous les deux, Nicolas Ponceau, cofondateur de Redman, et Sylvain Baujac, cofondateur de Vestac. On accueille maintenant Antoine Poincaré pour son journal du climat. Bonjour Antoine. Bonjour Thomas. Directeur de l'AXA Climate School. Antoine, on commence aujourd'hui avec la SNCF qui vient de rendre public son plan d'adaptation et on apprend beaucoup de choses sur la manière dont le train va s'adapter au climat à l'avenir. Oui, c'est SNCF Réseau qui s'occupe donc de l'infrastructure qui a sorti ce document. Le monsieur adaptation là-bas, il s'appelle Benoît Chevalier et il s'est rendu à un colloque organisé par Le Monde et Météo France pour détailler comment la SNCF allait adapter son réseau. Alors il y a 3 grands éléments de péril qu'il faut avoir en tête, c'est assez simple, c'est l'eau, le feu et le vent. Sur l'eau, Benoît Chevalier nous rappelle que 25% du réseau de la SNCF est en zone inondable. Ça paraît beaucoup, mais en fait c'est normal parce qu'on fait passer les rails là où il y a moins d'habitations. Mais évidemment, avec des pluies qui s'intensifient, ça met le réseau en tension. Sur le feu, le gros risque, c'est des départs de feu près des rails, parfois d'ailleurs générés par les trains. Et pour ça, qu'est-ce qu'on fait? On débroussaille. En 2010, ça coûtait 90 millions d'euros par an à la SNCF. Et bien aujourd'hui, c'est 210 millions. Le coût a plus que doublé. On débroussaille plus souvent et puis on débroussaille différemment. La SNCF a arrêté le glyphosate pour protéger l'environnement.
Le dernier péril, c'est le vent. Et là, le risque, c'est pas tant des vents qui s'intensifient, c'est des arbres plus fragiles, des forêts qui, à cause du changement climatique, sont en mauvaise santé. Et là, un même niveau de vent peut faire tomber plus souvent des arbres sur les rails. Et donc, adapter le train, c'est aussi adapter les forêts qui entourent les rails. Alors en France, toujours dans les Alpes à présent, on part à Annecy, on parle de biathlon puisque le maire d'Annecy vient d'annoncer qu'il arrêtait de soutenir financièrement l'épreuve du Grand Bornand. Ouais, le biathlon, vous savez, c'est ce sport mélange de tir à la carabine et de ski de fond où les Françaises et les Français sont très performants. Et chaque année, on a une épreuve au Grand Bornand, donc près d'Annecy. Elle est mi-décembre et chaque année, on a un peu peur qu'il neige pas assez. Et du coup, on est obligé d'amener de la neige de culture par camion. Et évidemment, ça fait scandale. Et le maire d'Annecy, François Astorg, a annoncé le week-end dernier qu'il arrêtait de soutenir l'épreuve. Il donnait 100 000 € par an plus des moyens logistiques. Et ce qu'il dit, en gros, c'est que il n'y a pas d'alternative durable à la Coupe du Monde de biathlon. Il a essayé de faire déplacer la date dans le cœur de la saison pour qu'il y ait moins besoin de neige artificielle. La fédération lui a pas répondu, cette fédération qui s'appelle l'IBU. Et donc, il décide d'arrêter les frais. Alors, la station continue à vouloir organiser l'événement, évidemment, mais tout seul, sans le soutien d'Annecy. Elle a déposé une candidature pour la période 2026-2030. Bon, et pour finir, on va aux États-Unis, on part en Floride, où vous nous parlez de l'agence immobilière la plus chère du pays. Alors, c'est l'annonce immobilière la plus chère du pays. Alors, vous allez voir sur les images, c'est un petit domaine cossu au sud de la Floride, près, ça s'appelle Naples, le coin. La maison vaut 295 millions de dollars. Elle fait 2400 mètres carrés, la maison principale, pardon, parce qu'il y en a évidemment d'autres. Vous avez 24 salles de bain, donc un peu plus de chambres. Et si Thomas, vous avez un petit yacht, vous avez une marina privée qui vous permet de le garer. Cette maison, elle est super, évidemment, mais elle est très, très près de la mer. Elle est au bout d'une espèce de péninsule. Et la mer monte. Vous le savez, on estime que dans les 30 ans à venir, il y a 95% de chances que cette maison soit complètement sous l'eau. Alors évidemment, pour protéger cette maison de milliardaires, il faut compter une assurance en millions de dollars. Mais ça ne concerne pas que les palaces. La hausse du coût de l'assurance en Floride, elles ont pris 42% les primes d'assurance immobilière l'année dernière seulement en Floride. En moyenne, c'est 6 000 $ pour une maison, évidemment. Une maison près des côtes, c'est encore plus. Et la ville de Naples, évidemment, elle sait qu'elle a besoin de se protéger contre la mer qui monte. Elle fait donc des demandes de subventions à la Floride. Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, républicain, qui a fait retirer le mot de climate change de toutes les réglementations du pays, les a donc contraints à faire retirer climate change de leur demande de subvention pour se protéger. On voit qu'on marche un peu sur la tête aux États-Unis sur ces sujets-là en ce moment, mais en attendant, l'immobilier, lui, ne connaît pas la crise. Bon, affaire à suivre. Merci beaucoup Antoine de l'AXA Climate School. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci aussi à la CEC, bien sûr, comme toujours, pour son aide dans la préparation de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, on garde contact sur l'appli BFM Business, en podcast et sur les réseaux sociaux. À très vite. BFM Climat, l'émission sur BFM Business.